spécialisé sur l'accompagnement des stratégies de développement durable des entreprises, ou plus exactement l'accompagnement des stratégies d'entreprise qui intègrent les questions de développement durable, de responsabilité sociale et environnementale. Vinisud nous a demandé cette année de faire une étude de tendance sur ce qu'on a appelé de manière générale le vin responsable, notamment pour montrer qu'en fait il y a plein d'approches de la responsabilité sociale et environnementale dans votre secteur ou dans ce secteur. Et on a essayé de faire un petit tour d'horizon en regardant ce qu'on trouve en France, mais aussi ce qu'on trouve ailleurs, évidemment, parce qu'il n'y a pas que la France sur ces sujets-là. C'est ça que je vais vous présenter. Je vais essayer de garder 10 minutes, 15 minutes à la fin pour qu'on puisse échanger sur le sujet, si ça vous inspire des questions. Le premier point très général, c'est que évidemment les tendances de consommation, enfin nous on travaille beaucoup chez Utopie sur l'agroalimentaire et au fond les tendances de consommation qu'on retrouve dans le vin sont les mêmes, dans le vin et les boissons d'ailleurs en général, sont les mêmes que celles qu'on retrouve sur l'agroalimentaire. Elles s'influencent les unes les autres et donc ces tendances de consommation sont marquées de manière générale par la croissance de ce qu'on va appeler les produits responsables, faute de meilleurs termes. On voit par exemple ici, vous avez l'évolution des ventes des produits alimentaires labellisés bio, c'est en France. Donc on a des croissances assez marquées, notamment des croissances assez marquées sur des marchés qui pour beaucoup ne croissent plus tellement si on ne fait pas de focus sur les marchés responsables. Donc c'est intéressant aussi pour les fabricants, c'est pour ça que beaucoup de fabricants alimentaires vont sur ces segments-là, parce que c'est des segments qui sont aujourd'hui sur des croissances à 1 ou 2 chiffres. Et j'ai envie de dire que les marchés alimentaires qui croissent à 2 chiffres, aujourd'hui, il n'y en a pas tant que ça en général. Ça veut dire quoi un produit responsable, un produit durable, quelle que soit la façon dont on l'appelle? On va dire en gros qu'il y a 3 tendances marquantes. La première tendance, c'est tout ce qui a trait à la santé, donc des produits présentant, alors je vais y revenir, mais moins de risques pour la santé, ce qui parfois est lié à la performance environnementale, puisque vous savez qu'on parle maintenant de santé environnementale, autrement dit un produit dans lequel ou pour la production duquel sont utilisés pas mal de composés chimiques problématiques pour la santé. Ils sont problématiques, quand ils sont problématiques pour l'environnement, ils sont aussi en général problématiques pour la santé, d'autant plus qu'ils persistent dans l'environnement. On en parlera sur les pesticides tout à l'heure. Donc la première tendance c'est la santé, et on voit bien dans les études de l'agence bio, notamment depuis que l'agence bio fait son baromètre annuel, que la première raison en général d'ailleurs de consommation des produits bio, c'est l'attention à la santé. Alors, ça va peut-être un peu différent pour le vin, on verra tout à l'heure, mais enfin c'est une tendance importante. La deuxième ligne de force, on va dire, des produits responsables, c'est tout ce qui a trait au local, et là on va voir évidemment que dans le vin ça a particulièrement de sens parce que l'ancrage au terroir, le lien avec le terroir, le lien avec la région, etc. Et puis la troisième tendance, c'est qu'évidemment pour faire un produit responsable ou pour vendre un produit responsable, il ne suffit pas de l'auto-déclarer responsable. D'accord ? Évidemment ça peut être une tendance, et c'est tendance dans l'alimentaire comme d'ailleurs hors de l'alimentaire. La tendance qui consiste à ce qu'un fabricant dise mon produit est plus responsable que quoi, qui a décidé que, etc. Et donc évidemment, de manière croissante, les marques et les entreprises s'appuient sur des labels, des certifications externes. Plus le label et la certification sont connus indépendamment de celui qui le revendique, mieux on se porte. Évidemment, si vous êtes une marque ou un fabricant et que vous mettez en avant un label que vous avez créé vous-même, que vous êtes le seul à garantir et que personne d'autre utilise, et dont vous avez tout seul défini les critères, c'est moins crédible que le label bio, le label équitable ou que sais-je encore. D'accord ? Donc ça va être ce qu'on va retrouver, ce qu'on trouve dans l'alimentaire et qu'on va retrouver dans le vin également. Cette tendance se retrouve, donc la tendance notamment à la croissance des produits responsables se retrouve dans la consommation de vin, clairement. Alors en France, pour commencer, là on vous a mis quelques chiffres, le vin bio pèse 1,2 milliard d'euros en France, a vu ses ventes multipliées par 3 en 7 ans. Vous êtes libre de prendre toutes les photos que vous voulez. Je crois, j'ai appris tout à l'heure que les slides étaient disponibles quelque part sur le site sans doute de Vinisud, donc n'hésitez pas à les télécharger aussi. Et puis on a vu les ventes en volume en 2016 de vin bio augmenter de 13,4% dans la grande distribution. Donc vous voyez que là on a là aussi des taux de croissance qui sont plutôt sympathiques.
La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas le cas sur tout le bio, c'est pour ça que j'insiste sur le sujet. 99% des vins bio qui sont proposés en magasin sont produits en France. C'est plutôt une bonne nouvelle par rapport notamment à la tendance locale que j'évoquais tout à l'heure. Et pour info, le vignoble cultivé en bio représente 9% de la surface viticole en France aujourd'hui. C'est une source agence bio également. Et alors, cette tendance est vraie en France, mais aussi en Europe, puisque l'Europe est assez dynamique sur le vin bio, au point que 90% des surfaces viticoles en bio dans le monde sont en Europe, contre 47% des vignes en général. Donc du coup, l'Europe est plutôt à la pointe en fait sur cette tendance du vin bio, ce qui pourrait s'avérer aussi à terme une façon d'affirmer peut-être une qualité supérieure, en tout cas des vins européens, si toutefois, en tout cas pour les fabricants qui souhaitent se positionner sur ces sujets. Alors pourquoi les consommateurs s'intéressent au vin bio, puisque je parle du vin bio? Il y a une étude Ipsos qui a été faite il y a 2 ans, dont je vous livre ici les résultats. Voilà. Premier critère, parce que la culture et la production du vin bio respectent davantage l'environnement. Donc clairement, on a un peu... Je disais tout à l'heure que dans les études de l'agence bio, on voit que sur les produits alimentaires en général, le premier argument c'est la santé. Et le deuxième, c'est la protection de l'environnement. Sur le vin, de manière peut-être assez logique, eu égard aux produits, c'est un peu l'inverse. Donc premier argument, le respect de l'environnement. Deuxième, il y a aussi peut-être une plus grande sensibilité aux impacts environnementaux du vin par rapport aux produits alimentaires en général. Donc, plus ils sont transformés, plus les consommateurs n'ont pas forcément conscience de où sont les impacts environnementaux. La curiosité, c'est le deuxième, c'est une étude européenne. La curiosité, c'est la deuxième raison de consommer du vin bio. Et la troisième, l'idée qu'il y a une filière de production plus équitable. Vous savez que depuis la loi Hamon, récemment, le commerce équitable est plus seulement nord-sud, mais il est aussi nord-nord. Donc la façon dont on peut regarder le succès en agroalimentaire de la marque C'est qui le patron, qui pour l'instant ne fait pas de vin, mais qui pourrait en faire demain. Ils font du lait, du beurre, plein de produits. L'idée est d'avoir un produit alimentaire à un juste prix pour le consommateur, mais aussi à un juste prix pour le producteur. D'accord ? Donc c'est vraiment cette dimension-là, même si littéralement la plupart des vins dont il est question ici ne sont pas labellisés équitables. Bon, et ensuite vous avez des éléments sur le goût, meilleur pour la santé, produits de meilleure qualité, et le fait que globalement les gens achètent du bio de manière générale. Voilà, il n'y a pas que les vins bio. Comme je le disais tout à l'heure, et un des points de cette étude, c'était aussi de montrer que le vin responsable, au fond, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche, et que l'éventail des possibilités est beaucoup plus grand que juste bio ou pas bio, une espèce d'approche un peu binaire. Évidemment, on a les vins bio, mais maintenant il y a les vins issus de l'agriculture biodynamique, j'en parlerai tout à l'heure, qui va un peu plus loin que le bio, les vins dits naturels, les vins issus de l'agriculture raisonnée, des vins véganes, des vins solidaires. Et globalement, je vais vous en montrer un certain nombre, des démarches qui visent à améliorer les performances environnementales ou sociales des vignobles, des exploitations, à créer des marques plus engagées, plus responsables. Voilà, il y a plein de démarches différentes. Alors si on essaie de regarder quelles sont les initiatives les plus prometteuses pour faire émerger un vin responsable, on a isolé une petite dizaine de tendances. Je ne sais plus combien il y en a, il doit y en avoir une petite ou une grosse dizaine. La première tendance, alors celle-là on la retrouve sur tout ce qui est développement durable en général et sur tout ce qui est consommation responsable en particulier, c'est ce qu'on a appelé du less bad au more good. L'idée c'est qu'évidemment il y a des exigences croissantes de transparence parce qu'il y a Internet, la transparence sur les réseaux sociaux, j'en sais rien, cache investigation, tout ce que vous voulez qui met la pression sur l'ensemble des secteurs, alimentaires ou pas d'ailleurs. Du coup, les entreprises, les acteurs économiques, à tous les niveaux de la chaîne, sont sommés de manière croissante de s'engager à limiter les impacts négatifs de leurs activités. D'accord ? Parce que si vous ne gérez pas les impacts négatifs de votre activité, à un moment, vous risquez de prendre une crise sociale, environnementale, etc. Donc clairement, dans le vin, ça va concerner les pesticides, mais pas que. Mais on voit de manière croissante que les acteurs les plus engagés ne sont pas juste dans cette démarche less bad de minimisation des impacts négatifs, mais c'est aussi de revendiquer des impacts positifs. C'est plus sympa à raconter comme histoire. Au lieu de dire j'ai moins d'impact négatif, de dire ben non, j'utilise mon activité pour avoir des impacts positifs sur toute une série de sujets. Et on va voir que ce sujet-là, cette approche-là, elle existe aussi dans le vin. Alors évidemment, ça ne veut pas dire
qu'il y a pas le less bad, il faut quand même le faire, évidemment. Il ne faut pas, comment dire, qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension de ce que je dis. Je ne dis pas que cette approche-là, elle a plus de sens. Je dis juste qu'aujourd'hui, et de manière croissante, elle va être considérée comme le minimum pour tous les acteurs économiques. Si vous voulez rester en activité, continuer votre activité, avoir le droit de continuer vos activités, il faut faire ça, quel que soit le secteur, d'accord ? Et ça, sur le vin, il y a clairement le sujet des pesticides. On voit bien, je disais, on est dans une ère de plus grande transparence. Donc entre les médias, les réseaux sociaux, etc., on a de plus en plus d'infos. Alors vous voyez la carte nationale, etc. Donc de manière croissante, cette info-là, elle est aussi à dispo du grand public. Et donc si vous êtes un acteur de la filière, comme sur plein d'autres secteurs, il va falloir avoir des réponses à ces sujets-là. Et la réponse, souvent, elle va dans le sens, à minima, de OK, on essaie de réduire l'utilisation des pesticides, d'enlever, j'en sais rien, les pesticides les plus toxiques pour les abeilles, pour les humains, etc., de limiter les quantités, ou que sais-je. Et il y a un autre sujet phare sur lequel l'engagement de la filière est incontournable de mon point de vue, c'est le climat. Un peu plus compliqué, mais pourquoi ? Parce que comme d'ailleurs dans le cas des pesticides, le vin, les vignerons, les exploitations, etc., sont les premières victimes en fait de ces deux phénomènes. Je veux dire, les pesticides, le premier qui en souffre, c'est le vigneron, sa famille, ses enfants, parce qu'ils vivent sur l'exploitation ou à proximité de l'exploitation, d'accord ? Donc c'est pas d'autres gens qu'eux, c'est eux-mêmes. Et sur le climat, de la même façon, ça menace potentiellement à terme l'économie des exploitations. Donc c'est bien les vins et les vignerons qui sont les premiers exposés. C'est un peu plus compliqué évidemment sur le climat. Bon, sur les pesticides un peu aussi, parce que si vous, je me souviens d'une époque, Lionel Poilane, le boulanger, me disait on ne peut pas être bio tout seul. Ce qu'il voulait dire, c'est il me disait si je suis bio tout seul et que tout le monde autour continue à utiliser des produits phyto, en fait c'est pas terrible. Bon, sur les pesticides c'est pareil. Sur le climat c'est encore plus compliqué parce que évidemment c'est un phénomène planétaire et donc un vigneron, une entreprise peut très bien avoir l'impression que son engagement individuel ne va pas changer grand-chose au phénomène planétaire. Mais évidemment, le phénomène planétaire, c'est aussi l'addition des comportements individuels. Donc voilà. En tout cas, ce sujet-là, même chose. Il y avait un petit numéro l'an dernier, en 2017, du Parisien Magazine. Vous voyez, le vin français est-il menacé ? Là aussi, c'est un sujet qui est de plus en plus documenté, connu. Quel impact va avoir le changement climatique sur les différentes appellations, les différentes exploitations, etc. Donc là, sur ces deux sujets-là, le less bad, il est indispensable. Mais au-delà, on voit bien que l'approche orientée sur un impact positif se répand, pas que dans le vin d'ailleurs. Pour faire une petite introduction là-dessus, aujourd'hui vous avez un certain nombre, je vous ai mis quelques acteurs ici qui n'ont rien à voir avec le vin. Déjà une étude en haut qui dit, auprès des leaders d'opinion européens, qui date d'il y a 4-5 ans, qui dit, voyez, 78% des leaders d'opinion pensent maintenant que les entreprises ont pour responsabilité de proposer des produits durables ou responsables à la place des produits conventionnels et pas en plus. Donc ça, c'est très marquant. Ça veut dire que, quels que soient les secteurs, quelles que soient les activités, les produits, un nombre croissant d'entreprises s'engagent à remplacer, à faire évoluer l'intégralité de leur gamme pour, à terme, avoir 100% de produits responsables. D'accord ? Donc ça va se manifester par exemple chez Starbucks par le fait qu'aujourd'hui 100% du café Starbucks servi dans les boissons en Europe est équitable. D'accord ? Quand je vais chez Starbucks, on ne me dit pas « Ah, Madame Laville, vous ne voulez pas payer 30%, comme vous avez l'air vaguement d'une consommatrice engagée, vous ne voulez pas payer 30% en plus pour un café équitable ». On me sert du café équitable, que je le demande ou pas, que je sache ce que c'est ou pas. D'accord ? C'est l'engagement de Starbucks et pas l'engagement du consommateur. D'accord ? Donc ça, c'est une tendance marquante. Et vous avez la même chose chez Botanique, puisqu'on parle de pesticides. Botanique a supprimé il y a quelques années, en avance de phase sur la réglementation qui va l'interdire, les pesticides de ses rayons. D'accord ? Le Roundup, etc. Donc aujourd'hui, si je vais chez Botanique pour chercher des produits pour mon jardin, que je n'ai pas, mais enfin imaginons que j'en ai un, on ne me dit pas, vous avez le choix entre tel produit, le Roundup et tel produit qui est bio, d'accord ? Il n'y a plus de pesticides de synthèse, ok ? Donc là c'est pareil, c'est du 100% ou du 0%. Et de la même façon, je vous ai donné un autre exemple pour prendre des marchés différents, pour vous montrer que c'est une tendance, cette histoire de faire basculer 100% de son offre. Sur le marché du textile aujourd'hui, vous avez 13 marques qui ne sont pas exactement des petites marques militantes, hein, vous avez les logos ici, qui se sont engagés en juin dernier, en juin 2017, à passer à 100%
de coton responsable. Donc le coton responsable, c'est soit du coton bio, soit du coton recyclé, soit du coton labellisé par une autre démarche qui a d'ailleurs été assez critiquée récemment par Cash Investigation, qui s'appelle BCI, Better Cotton Initiative. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de transformer 100% des achats de coton, d'accord? Donc vous voyez qu'on s'éloigne progressivement de l'approche qui était l'approche historique, qui était je fais une gamme verte, qui est vendue beaucoup plus cher, qui ne représente pas grand-chose dans mes produits pour quelques consommateurs engagés. Et cette démarche-là, on la retrouve dans plein de secteurs ici. Pardon, je vous ai mis l'exemple de Philips. Philips s'est engagé en 2007 dans une approche qui consistait à dire on se donne 5 ans pour que les produits responsables représentent 30% de notre chiffre d'affaires. 30% du chiffre d'affaires. Ah, ils sont un peu obligés d'y aller parce que de toute façon, vous savez, il y a la loi qui interdit les ampoules à incandescence. Mais 30% du chiffre d'affaires, ça représente un gros changement dans la démarche d'innovation de Philips. Et aujourd'hui, ils sont plus à 30%. Ils ont atteint l'objectif des 30% fin 2012. Et aujourd'hui, ils sont plutôt, là c'était le chiffre 2015, 54% du chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, l'objectif affiché par Philips depuis juin 2017, c'est 70% du chiffre d'affaires en 2020. D'accord? Donc ça, c'est juste pour vous sensibiliser à la démarche qui dit aujourd'hui, quel que soit le marché, la norme, c'est pas je lance une gamme verte pour les consommateurs écolos, c'est je transforme 100% du business. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête parce que c'est avec ce standard-là ou avec ces lunettes-là, entre guillemets, que les consommateurs regardent les offres sur tous les marchés. Alors dans le vin aussi, ça se passe cette chose-là. Et j'aime bien cet exemple parce que pour moi, c'est le meilleur. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais eu pas mal de discussions avec des viticulteurs qui me disaient ah ben nous, on est en bio, mais on ne le dit pas parce que le vin bio, pendant longtemps, c'était nul. C'était pas du bon vin. Et donc, on n'osait même pas dire qu'on était bio en disant mais ça ne va pas être compris comme du bon vin. Et par analogie, il y a eu la même chose dans le chocolat. Pendant longtemps, les fabricants, les marques de chocolat vous disaient ah non mais le chocolat équitable, il est dégueulasse. Oui, mais c'est parce que c'était des petits acteurs qui ne savaient pas faire du bon chocolat et que les acteurs qui, eux, savaient faire du bon chocolat, n'y allaient pas. Et cette époque-là, elle est révolue. La preuve, pour moi, dans le secteur du vin, c'est le fait que la Romanée Conti soit passée en bio en 85 et en biodynamie en 2007, sans faire une gamme à part de, je sais pas quoi, Romanée Conti bio, Romanée Conti biodynamie, d'accord? Mais en disant juste, on a décidé de se convertir au bio puis à la biodynamie, non pas par amour de la bio, mais par volonté de faire des vins qui soient l'expression du terroir. Autrement dit, ça passe, c'est le prolongement en fait d'une approche de la très haute qualité, au fond. Et ça montre bien, et ils n'ont pas fait une gamme à part, d'accord? On change l'intégralité de l'offre. Alors de manière intéressante, cette approche-là, vous l'avez chez des grands noms comme Romanée Conti, mais vous l'avez aussi dans des petits domaines pionniers et innovants. Et moi je crois, comme sur beaucoup de sujets, sur ces histoires de consommation responsable, que ces questions sont aussi une formidable façon pour des entreprises plus petites ou des appellations plus petites de se différencier de l'intégralité de l'offre disponible. C'est une façon de raconter une autre histoire et au fond le vin d'ailleurs, comme souvent la consommation ou la production alimentaire, c'est aussi beaucoup de storytelling. C'est quoi l'histoire que raconte mon produit? Eh bien, les histoires sont plus riches quand on les... En tout cas, on peut les enrichir avec ces approches-là. Donc là, il y a deux exemples que je redévelopperai tout à l'heure. Exemple ici Château Mentonne et Château Maris, et puis là on avait mis les champagnes Henri Giroux. Enfin il y a quand même plein de petits domaines dont on voit bien qu'ils poussent le bouchon, c'est le cas de le dire, un peu loin ou assez loin sur ces sujets-là. Et puis plein d'initiatives positives, je vais les redétailler après, sur plein de thèmes clés de la filière en fait. Le point c'est qu'on n'est plus dans une ère un peu préhistorique où la seule approche responsable de la viticulture c'était on est bio ou on n'est pas bio. On voit bien que c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus dense, beaucoup plus varié. Ça veut dire aussi que ça permet aux différents domaines de se différencier aussi en fonction de ce qui est important pour eux, de leurs valeurs, etc. Et dans l'eau, vous avez des gens qui transportent leur vin à la voile, des gens qui font acte de solidarité. Évidemment, la question du bouchon plastique ou liège, qui est un sujet important. La question de la livraison à domicile, de la sélection, de la curation, du choix des vins qu'on propose en livraison, etc. Donc la première tendance, less bad or more good. Deuxième tendance, et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, le fait que sur la question du goût, on a dépassé l'époque où on disait les vins bio sont pas bons ou les vins responsables sont pas bons. Et on a aujourd'hui, ils ont fait leurs preuves en fait, ces vins responsables. En tout cas, ils sont pas... l'exemple de Romanée Conti le montre.
ils jouent aujourd'hui à marche égale avec les vins dits conventionnels. C'est plus un sujet au fond, la qualité gustative des vins responsables. Ça ne veut pas dire qu'ils sont systématiquement meilleurs. En tout cas, ça veut dire que si on en fait le prolongement d'une approche de qualité, il n'y a aucune raison pour qu'ils ne soient pas de qualité au moins équivalente à celle des vins conventionnels. Aujourd'hui, il y a un guide vert de la revue des vins de France. La grande majorité des vins qui sont 3 étoiles là-dedans sont en biodynamie. On vous a mis quelques exemples ici. Ici, l'Emmechten, c'est un vin biodynamique alsacien qui a été promu au concours des grands vins blancs du monde, qui est même chose, qui est passé en bio puis en biodynamie, vendange à la main, etc. Enfin, il y en a pas mal. Ici, vous avez le château Pontet-Canet, qui est le premier vin classé du Médoc, qui a été converti à la biodynamie, qui est noté 100 sur 100 par Robert Parker, avec élevage en amphore, les amphores étant réalisés par une entreprise locale. Bon, à nouveau, je vous disais tout à l'heure, le storytelling, il va être évidemment différent. Mais voilà, donc ici on a pas mal d'exemples. Et alors ce qui est nouveau aussi, troisième tendance, c'est qu'on a des terroirs du coup qui voient bien, je disais tout à l'heure, c'est une source de différenciation et de storytelling un peu différent. Et du coup on a des terroirs entiers ou des appellations qui se disent mais il y a un truc là dans ces histoires de vins responsables qui pourrait nous permettre de différencier notre appellation et qui y vont ensemble avec une dynamique territoriale au lieu de laisser les domaines y aller séparément, ce qui est assez malin parce que ça permet d'entraîner, de valoriser et de différencier toute la filière. Quelques exemples. En France, l'AOP des Baux-de-Provence a misé sur le bio pour se différencier depuis plusieurs années. Aujourd'hui, 85% de l'aire géographique est en bio ou en biodynamie. D'accord, c'est la seule appellation et au moment de l'AOP, du cahier des charges de l'AOP, ils ont beaucoup travaillé sur l'intégration du bio et de la biodynamie dans le cahier des charges. En Californie, le comté de Sonoma a décidé de devenir la première région viticole durable donc aux États-Unis, vous voyez, First 100% Sustainable Wine Region. Donc à nouveau le côté, ce que j'évoquais tout à l'heure, le passage à 100% d'offres responsables en disant au fond, ça va être beaucoup plus facile, ne serait-ce que de communiquer et de valoriser le travail des domaines, si on raconte qu'on est passé à 100% plutôt que de dire alors lui oui, mais lui non. Enfin bon, du coup ça devient beaucoup plus compliqué et c'est une bonne façon de prendre la chose. Alors dans les tendances émergentes, il y a aussi des choses qui sont plus inattendues, notamment l'émergence des vins véganes. Alors de l'émergence du vegan en général, mais évidemment pour les gens qui ne connaissent pas trop le vegan, ou pas trop le vin, ou pas trop les deux, on peut se dire que c'est pas forcément le marché sur lequel on attendait le plus le vegan. Or, il arrive de manière assez marquante. Pourquoi ? Parce que l'étape du collage dans la fabrication d'un vin est historiquement réalisée avec des produits animaux, d'accord ? De la colle de poisson, du blanc d'œuf, etc. Okay ? Donc si vous êtes vegan, c'est pas top. Et donc on voit aujourd'hui une série de domaines ou d'appellations travailler à faire des vins véganes. Ça veut dire qu'en fait, ils essaient de remplacer par d'autres produits plutôt végétaux, en fait, les produits de collage. Donc ici, vous avez la coopérative de Buzet qui a développé une gamme de vins véganes bio et sans sulfite. Et ils disent clairement, notre appellation n'a pas la notoriété des Bordeaux ou des Côtes-du-Rhône. La porte d'entrée pour accéder au marché international passe par la différenciation, par une logique de l'usage, donc un peu le côté à l'écoute des utilisateurs, à l'écoute des consommateurs, et pas de l'appellation. Quand on propose des vins véganes, par exemple, on répond à une population qui cherche un produit correspondant à un mode de consommation en particulier. Aujourd'hui, 94% des vins produits par les viticulteurs de la coopérative sont véganes, et c'est clairement à nouveau une façon d'affirmer une différence. Ici, vous en avez, alors ça concerne aussi des grands crus classés. Ici, vous avez le château de Dozac, 5e grand cru de l'appellation Margaux, qui est vegan depuis 2016, qui fait du collage, donc je disais tout à l'heure, des substituts végétaux. Donc ici, c'est de la farine de pois, qui en plus est fournie par un producteur local. Donc à nouveau, dans le storytelling, il y a un truc un petit peu différent, évidemment. Et tout ça est d'autant plus intéressant que de toute façon, les distributeurs y vont. Et donc comme les distributeurs y vont, c'est aussi une opportunité pour les appellations, les domaines. Vous voyez ici Tesco qui devient en 6 mois le 2e supermarché en Angleterre, en l'occurrence, à s'engager sur le référencement de produits véganes dans tous les rayons, y compris le vin.
Et du coup, ça entraîne évidemment le secteur aussi. En tout cas, c'est des signaux, faibles peut-être encore pour l'instant, mais qui parlent aussi aux acteurs du secteur. La cinquième tendance qu'on voulait partager avec vous, c'est ce qu'on a appelé la solidarité sur l'étiquette. On voit bien que, j'ai dit que, alors souvent le développement durable, c'est très perçu comme étant avant tout environnemental. Et comme j'ai insisté tout à l'heure sur les deux menaces principales qui pèsent aussi sur le secteur, qui sont les pesticides d'une part et le climat, le changement climatique de l'autre, c'est vrai qu'on a tendance à dire développement durable, c'est pesticides et climat. Non, il y a d'autres approches. Et en l'occurrence, une de ces approches-là, c'est le développement d'actions solidaires, et d'ailleurs souvent d'actions solidaires envers des viticulteurs qui soit font une mauvaise récolte, soit ont plus de mal à faire vivre leur exploitation, soit passent un mauvais moment pour des raisons différentes. Ici, vous avez un exemple, c'est les châteaux solidaires. C'est une coopérative agricole dans l'appellation Blaye Côte de Bordeaux qui alors mutualise les moyens. Et voilà, il y a une dizaine de vignobles. Alors ils disent c'est une façon d'augmenter la qualité, mais aussi ils se vendent sous l'appellation Château Solidaire, qui est une façon de dire en gros les profits réalisés par la coopérative vont aider ceux de la coopérative qui ont le plus de difficultés, et globalement ça va aider à faire progresser tout le monde. Donc c'est une autre approche qui est évidemment intéressante. Vous avez ça aussi chez Winebox, Wine & Box qui propose une box solidaire pour les vignerons. Donc vous avez des bouteilles et des infos, et à chaque fois un vigneron qui sont en train d'aider parce qu'ils traversent un passage un peu plus compliqué dans son exploitation. Et vous voyez, une box achetée, c'est 7 € de reverser au vigneron. Donc c'est aussi d'autres façons. C'est pas très éloigné, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on verra à la fin, on a quelques exemples de vins équitables, plutôt de vins qui viennent d'Afrique du Sud, etc. Mais on n'est pas très éloigné de quelque chose qui évoluerait à terme, qu'on n'a pas encore trouvé en France en tout cas, vers du commerce équitable Nord-Nord. Hein. Si vous regardez C'est qui le patron, regardez ce que fait Biocop avec sa marque propre qui s'appelle Ensemble avec les producteurs, je ne sais plus. Ce que fait Éthicable aujourd'hui aussi sur du commerce équitable Nord-Nord. Il y a des approches là-dedans qui pourraient très bien se retrouver demain. Sur Éthicable a un engagement sur sa marque, ses produits Nord-Nord, qui sont des lentilles, etc., de 50% de la valeur, je crois que c'est 40% minimum dans leur cahier des charges, mais 50% du prix payé revient au producteur versus plein d'autres, le distributeur, etc. On pourrait avoir des engagements de ce type demain dans le vin. Pour l'instant, c'est plus sous l'angle de la solidarité. Donc ce n'est pas intrinsèquement lié au produit que vous achetez, mais ça pourrait l'être assez facilement demain. Ici, vous avez un autre exemple, c'est pour vous montrer que les approches sont très larges. 100% wine, des vins créateurs d'emplois dans le Missouri. Donc là, c'est un domaine qui reverse tous ses profits, un peu comme la marque de Paul Newman, pour ceux qui la connaissent, qui s'appelle Newman Zone, qui fait de l'agroalimentaire. Il reverse 100% des profits à une cause, ici en l'occurrence, qui est l'équivalent des ESAT, donc des établissements qui emploient des handicapés. D'accord ? Donc l'ensemble des causes, plus vous achetez le vin, plus ça finance cette cause-là. À nouveau, c'est juste une cause qui est importante pour les gens de cette entreprise-là, mais vous pouvez imaginer ça avec à peu près n'importe quelle cause. Ici, vous avez un exemple en Australie, une enseigne qui s'appelle Cooks, qui revendique le titre de Social Winery, donc un domaine viticole engagé dans le domaine social, et qui a la même chose, qui dit en gros, nous on veut que le good stuff soit pas seulement dans la bouteille, donc que la qualité, le bien qu'on fait soit pas juste dans la bouteille, mais aussi dans nos pratiques. Et même chose, ils reversent, si vous allez sur leur site, c'est plutôt bien fichu, ils reversent 1 000 $ chaque mois sur l'argent qu'ils gagnent à des projets d'intérêt général. Donc quand vous allez sur le site, ils vous expliquent toutes les causes qu'ils ont soutenues. Donc tantôt c'est un documentaire sur tel sujet, enfin il y a plein de choses, mais ça fait partie vraiment du marketing de l'enseigne. C'est une façon c'est une façon d'utiliser un budget marketing au fond, plutôt que de faire une pub pour dire on est cool et je sais pas quoi. On est cool, on le montre en finançant des causes et on raconte ce qu'on finance. La 6e tendance, elle est un peu liée au stand qui est juste là derrière le mur. C'est le no-tourisme, et même chose, cet no-tourisme. Je disais tout à l'heure, le vin responsable, c'est du storytelling au fond. Le no-tourisme, c'est une façon de raconter l'histoire de manière immersive, d'une certaine façon, aux clients. Parce que si on fait l'effort de faire une exploitation différente,
c'est sympa de la donner à voir. C'est un peu comme les industriels de l'agroalimentaire ouvrent les portes de leurs usines. Ben, au fond, c'est la même chose. Donc là, on a un marché assez florissant dans le no-tourisme en général, avec 10 millions de visiteurs par an en France, donc à peu près 40% d'étrangers. Et certains domaines qui ont des pratiques plus responsables utilisent ça comme une vitrine pour montrer ce qu'ils font. Et Bio, assez engagé, qui a développé depuis quelques années des chambres d'hôtes, des gîtes, à la fois, alors à nouveau certification environnementale, parce que vous l'avez sur le vin, c'est intéressant de l'avoir sur les hébergements, etc. Donc en l'occurrence, eux, ils sont certifiés Clé Verte, qui est un label éco-responsable pour les hébergements touristiques, tant qu'à faire. Il y en a deux, il y a Clé Verte et l'écolabel européen. Ils sont labellisés aussi Bienvenue à la ferme, avec du coup la mise en avant de produits locaux qui ne sont pas que les leurs, mais des produits des environs. Donc à nouveau, inscription dans le terroir, ancrage local, etc. Et puis la démarche écologique globale, évidemment, elle est valorisée par le fait que du coup les gens peuvent visiter le domaine, avoir des explications de texte, entre guillemets, sur ce que fait Château Mentonne. Un exemple un peu plus coûteux, en tout cas, qui vaut le coup de visiter si vous ne l'avez pas déjà visité, c'est le château Lacoste près d'Aix-en-Provence. Donc le domaine a été racheté par un investisseur anglais en fait, qui a décidé à la fois de le convertir à la biodynamie et puis de monter en fait toute une série d'activités autour qui sont cohérentes avec l'exploitation viticole. Donc il y a notamment un restaurant avec une offre de produits locaux, un complexe de no touristique de 29 suites et un centre d'art, donc c'est des œuvres d'art monumentales qui sont présentes sur le site en fait. Donc vous visitez le domaine et vous allez voir les œuvres. Vous en voyez une ici de Louise Bourgeois, l'araignée qui est à l'entrée du site, et puis il y en a pas mal d'autres. Le resto est en bio évidemment. Et une autre approche encore, le château Smith au Lafitte. Même chose avec un domaine qui est bio, voire biodynamie sur certaines parcelles, un chai à énergie positive, donc qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme, visite des vignes, dégustation, ça évidemment là partout, un hôtel 5 étoiles, un restaurant 2 étoiles et un spa de vinothérapie, comme ça vous avez l'intégralité de la chaîne, entre guillemets, qui est présente, représentée et proposée aux visiteurs. 7e tendance, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est ce qu'on a appelé la rétro-innovation. Donc la rétro-innovation, ça consiste à dire aujourd'hui, il y a une tendance de l'innovation qui est de retrouver des pratiques un peu historiques ou ancestrales, éventuellement revisitées, qui vont dans le sens d'une plus grande qualité. D'accord ? Et c'est souvent, à nouveau parce que ça va bien avec le storytelling des vins responsables, dans des exploitations qui sont déjà en bio ou pas très loin, ou en biodynamie. C'est ces exploitations-là aussi qui sont les plus proactives dans le fait de réhabiliter des techniques anciennes, notamment de vinification et d'élevage. Alors la technique qui a le vent en poupe, c'est la vinification et l'élevage en amphore. On l'a mis entre guillemets parce qu'en fait ce qu'on appelle amphore n'est pas toujours des amphores au sens gréco-romain du terme. Mais en gros, c'est des jarres comme vous les avez là en terre cuite, qui présentent plein d'avantages sous le contrôle des experts dans la salle, notamment le fait que la vinification est naturelle et, je cite, sans violence, ce que disent les experts, parce que c'est un processus plus long, mais qui respecte mieux, dit-on, les caractéristiques du vin. Ça fait un mix vinification et élevage, puisqu'en gros, il n'y a pas beaucoup, le vin sorti de l'amphore après un an est quasi fini et prêt à mettre en bouteille, quasiment. Et apparemment des qualités gustatives mieux préservées qu'avec du bois. Voilà, et vous avez là, même chose, alors certains qui en font des cuvées spéciales, ici en appellation Cahors, le Mas del Perrier, vous voyez, qui dit vinification, élevage en amphore, de vin non collé, non filtré, vignoble cultivé en biodynamie. Donc à nouveau, vous voyez, c'est le storytelling global qui est en jeu, évidemment. Ici, la même chose dans une appellation Bandol, la cuvée en sol de la Tour du Bon, vinification en jarre de terre cuite, et le domaine est certifié en bio depuis 2004. Donc vous voyez bien qu'il y a à nouveau une espèce d'approche globale en fait sur ces sujets-là. La 8e tendance, c'est ce qu'on a appelé mainstream, le terme anglais qui veut dire, qui se réfère notamment au fait que les vins responsables ne sont plus une espèce de micro-niche pour consommateurs responsables, mais que de manière croissante, avec notamment l'engagement de la grande distribution, qui a cet engagement-là sur beaucoup de secteurs alimentaires, ou avec la vente directe, etc.,
et bien du coup, les vins responsables se répandent en fait et ne sont plus un produit de niche réservé à quelques consommateurs connaisseurs. Je disais tout à l'heure que le marché des vins bio en particulier a enregistré une forte croissance en grande distribution, plus 13,4 entre 2015 et 2016. J'ai parlé aussi de l'arrivée des vins véganes dans la grande distribution, clairement. Et en France, quand on regarde, les foires au vin intègrent de plus en plus de vins responsables. Dans la foire au vin 2017 chez Monoprix, on avait une bouteille sur 5 qui était bio, ce qui est quand même assez révélateur, je pense, d'une tendance. Évidemment, 23 bouteilles sur 126 chez Franprix. Enfin, on a quand même une tendance claire dans le référencement en grande distribution. Et puis, des initiatives de distributeurs qui se développent. Je parlais tout à l'heure du vegan, mais on voit bien qu'il y a des initiatives en faveur de ce qu'on appellerait des alter-vins, des vins plus responsables avec différents critères. Là, en l'occurrence, l'exemple que je vous donne ici, c'est l'enseigne Coop, à nouveau en Angleterre, qui est engagée sur les vins équitables, là. Donc du coup, ça reste une des enseignes qui en commercialise le plus. Bon, c'est une enseigne coopérative avec un fort engagement historique sur ces sujets-là dans d'autres secteurs. Donc en fait, l'engagement sur le vin prolonge l'engagement qu'elle a sur le café ou d'autres matières premières plus exotiques. Et là, en l'occurrence, c'est un vin d'Afrique du Sud qui est certifié équitable. Il n'y a pas énormément de vins certifiés équitables, mais à nouveau, à mon avis, voyez ça comme un signal faible de choses qui pourraient arriver en Occident, et y compris chez nous en France, sur du commerce équitable nord-nord. Donc des démarches plus équitables pour les producteurs, dans l'esprit un peu de château solidaire, ce que je montrais tout à l'heure. Et enfin, je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière tendance, ce qu'on a appelé les vins 100% profitables ou 100% impact positif. Donc je disais tout à l'heure, au-delà de toutes les démarches dont j'ai déjà parlé, il y a un éventail infini de possibilités au fond pour des domaines qui ont envie de s'engager sur ces sujets-là. Je vous en montre quelques-uns. Fetzer Wine, qui est un vignoble californien, qui regroupe en fait un certain nombre de vignobles en Californie depuis 50 ans, donc avec une entreprise très engagée, quasiment depuis le début, qui revendique beaucoup d'avoir été pionnier sur plein de sujets, dont le sujet des émissions de CO2 d'ailleurs. Et vous voyez qu'aujourd'hui, ils sont plus sur la minimisation des impacts négatifs. Le rapport développement durable dit « Road to Regeneration », comment on répare en gros la planète, la Terre, etc. Et il y a beaucoup de choses chez eux, notamment alors le label B Corp qui labellise les pratiques de l'entreprise. J'en ai pas trop parlé tout à l'heure, je vais en reparler un peu là, mais Château Maris, que j'ai cité tout à l'heure, est B Corp notamment. Premier vignoble certifié zéro waste, donc zéro déchet dans le monde en 2014, parce qu'ils valorisent, je crois, 99% de leurs déchets. Premier vignoble américain à être certifié neutre en carbone. Plus grand vignoble américain bio. Enfin bon, il y a vraiment un engagement à nouveau sur toutes ces entreprises-là. Vous avez des sites web qui sont extrêmement détaillés sur toutes les pratiques de l'entreprise. Et je vous en ai mis quelques-unes ici. Vous voyez, ils fonctionnent à 100% avec des énergies renouvelables depuis 1999. Ils utilisent de manière croissante dans l'exploitation du biodiesel. J'ai dit 99% des déchets sont valorisés, recyclés, etc. Ils traitent 85% de leur 85% d'énergie en moins pour traiter les eaux usées du process de transformation en fait. Et puis aujourd'hui c'est bien le point de Regeneration, c'est qu'ils essaient non seulement de minimiser, on est au-delà de la neutralité carbone, mais ils essaient par les pratiques agricoles de stocker du carbone dans le sol et de revendiquer en fait le stockage du carbone. Et puis un autre exemple en l'occurrence qui est américain aussi mais qui n'est pas sur l'aspect environnemental, mais pour montrer qu'on peut se différencier sur plein de sujets. Là, en l'occurrence, c'est sur la dimension sociale. Vous voyez, A to Z Wineworks, donc de A à Z, l'engagement, et surtout RH, en fait. C'est intéressant parce que c'est pas si fréquent que ça sur le marché. Donc là, vous avez les engagements. 100% des travailleurs qui travaillent dans nos vignes sont payés au-delà du salaire minimum local. Ils ont tous des avantages sur la mutuelle santé.
50% du management sont des femmes ou des représentants de minorités. L'engagement communautaire, évidemment, et le sourcing local en Oregon, puisque l'entreprise est originaire de là-bas. Je disais, vous avez la même chose chez Château Marise, qui a été le premier vignoble français certifié B Corp. Donc, même chose, politique ambitieuse de recyclage. On voit que ça va sur d'autres sujets que même la culture ou l'élevage du vin, littéralement, et la biodynamie, même si évidemment il y a ça. Ils ont construit un chai en architecture écologique à base de chanvre. Le chai est neutre en carbone. Là aussi, beaucoup de recyclage des déchets, de politique de valorisation, etc. Voilà, j'en ai fini. Il nous reste